Le replay des observateurs, janvier 2025. Jérôme Ponente nous présente la Lune en 3D. Donc voilà, heureux de vous retrouver. Alors déjà, je voudrais vraiment prendre quelques secondes pour déjà féliciter et remercier vraiment les observateurs qui vraiment nous offrent en fait vraiment des images extraordinaires de notre ciel. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Alors donc merci aussi Pierre de m'avoir rapidement présenté. Ici, pour vous dire, moi je n'ai aucune prétention au niveau scientifique. La preuve, c'est que Pierre, avant de commencer, il m'a fait inverser l'image de la Lune parce qu'elle n'était pas bien mise. Donc voilà, ne venez pas m'agresser si je dis quelque chose qui n'est pas scientifiquement correct. Mais voilà, je vais faire de mon mieux. Et aussi, donc voilà, ici l'idée, ce n'est pas de faire un cours de 3D, c'est pas du tout le but, c'est de vraiment vous montrer un peu les applications qui sont voilà, possibles. Alors on va démarrer ça directement. Et donc voilà, quand j'ai un peu réfléchi à la présentation de cette conférence, je me suis dit, voilà, comment est-ce que la 3D peut vous intéresser? Parce que la 3D, en fait, il y a plein d'applications. Donc ici, dans l'idée de l'astronomie, j'ai tout simplement tapé sur Google 3D, astronomie, etc. Et donc j'ai regardé un peu les différentes images qui étaient disponibles. Et donc c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la diversité en fait des applications totalement disponibles dans ces recherches. Par exemple, je voyais ici c'est un concours présenté par la NASA et un concours qui consistait pour les participants de créer comme ça un design en fait sur Mars, un design d'habitation, vraiment pour l'exploration profonde de notre univers. Donc voilà, ici c'est les participants qui ont remporté le prix de la NASA. Alors un autre type d'application avec la 3D, ici on le voit, donc ici c'est vraiment plus dans vraiment le domaine scientifique, c'est la visualisation, ici par exemple la visualisation de l'hydrogène présent dans les galaxies. Donc ça qui est vraiment intéressant en fait avec la 3D, c'est que ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe au-delà des équations mathématiques qui justement servent à faire ces modèles. Alors on a aussi, et ça je suis sûr que vous en avez déjà toutes et tous vu dans votre vie, ici par exemple une vue d'artiste de l'exoplanète Kepler 452b, et donc qui sont aussi des images totalement réalisées en 3D. Alors, Blender, qu'est-ce que c'est? Déjà, Blender, c'est le logiciel que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, parce que des logiciels 3D, en fait, il y en a plein. Et tous les logiciels ont, je veux dire, ils ont des spécificités différentes. Pourquoi Blender? Déjà, l'avantage énorme de Blender, c'est que c'est gratuit. J'utilise, par exemple, à l'école ou déjà quand je travaillais dans l'industrie du film d'animation, les logiciels, c'est déjà la licence en général, c'est autour des 1200 € par an. Donc ça peut vite être assez coûteux. Donc ici l'avantage, c'est que c'est un logiciel gratuit et totalement libre. Donc ça veut dire que si vous êtes développeur, vous pouvez techniquement retravailler vous-même le logiciel pour qu'il vous corresponde à vous. Donc ça c'est vraiment génial. L'avantage aussi, c'est que ici on peut l'utiliser pour vraiment différents types d'applications. Donc ça s'étend principalement, on va pas se mentir, à l'animation, le design, le jeu vidéo, mais on va le voir ici, il y a aussi moyen de le faire intervenir dans l'aspect de la visualisation scientifique. Et puis un autre aspect que je trouvais important de noter ici, c'est le fait que Blender est assez intuitif. La 3D en général, c'est assez complexe, je veux dire, mais voilà, ça reste assez intuitif par rapport à d'autres logiciels comme, pour n'en citer qu'un, Houdini par exemple, où là c'est nodal et on se perd très vite dans quelque chose de vraiment trop complexe pour démarrer. Mais si vous voulez démarrer la 3D, Blender c'est vraiment le logiciel parfait pour ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La Lune en 3D. Comment est-ce que j'ai démarré? En fait, quand on démarre, déjà, je vous avais mis ici l'interface quand on ouvre le logiciel 3D, Blender. Et en fait, quand on démarre, on nous présente un simple cube, avec une scène dans laquelle on va pouvoir vraiment créer soit notre univers d'animation, ou soit justement ici, la Lune en 3D.
Donc cette scène, je lui ai mis des dimensions. Donc vu que là on parle de la Lune et que son rayon, vous voyez, il est ici de 1700 km, il m'a fallu une grande scène. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réduire un peu parce que le logiciel, il dit que c'est lourd, quoi. Vous voyez, c'est très lourd. Mais donc ici, comment j'ai démarré? J'ai juste simplement créé une sphère. Et cette sphère, comme on le voit ici, une fois qu'on l'a créée, ça c'est vraiment la sphère par défaut. On voit qu'il y a plusieurs faces, ok? Et ces faces, ce sont des polygones qui créent vraiment l'objet en tant que tel. Donc ici, on le voit, c'est très bien, mais on a envie que ce soit vraiment une sphère bien lisse. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas d'avoir quelque chose subdivisé, comme on dit. Les subdivisions, c'est justement cette multitude de polygones. Et donc, grâce à un petit plugin, je vais appeler ça comme ça, mais sans rentrer dans les détails, ce petit plugin me permet d'adoucir la surface. Alors, ce petit plugin, à quoi il sert? C'est vraiment, en fait, il va ajouter en fait de nombreuses subdivisions. Il va rajouter des faces virtuellement, justement pour pouvoir lisser. Et en fait, ce nombre de faces, au plus il augmente, au plus le logiciel, c'est vraiment c'est très énergivore, quoi. Donc il y a une espèce d'équilibre à aller trouver. Donc voilà, ici c'est la topologie de la Lune. Puis cette sphère que j'avais, qui était toute grise comme vous avez pu le voir, moi ce que j'ai voulu faire, c'est de pouvoir lui mettre l'image de la Lune, quoi. Et donc, on peut trouver sur le site de la NASA, voyez ici, si vous tapez CGI MoonKit, vous allez pouvoir retrouver toutes ces infos-là. Mais donc, on peut retrouver des images comme celle-ci. Et qu'est-ce que vous constatez? Que ces images, elles sont en 2D. Parce que, bon, c'est un peu difficile de trouver des images en 3D. Ici, on a besoin, il faut bien démarrer quelque part, et donc on a une projection vraiment comme si on avait déplié toute la Lune et qu'on l'avait mis sur une surface 2D. Et donc, on voit ici que, ici j'ai mis sRGB, c'est juste pour signifier que cette image, c'est une image en couleur, même que, on va dire en gris entre guillemets, ici c'est quand même une image avec des valeurs de couleur, ok? Donc du R, rouge, green, vert, et blue, bleu. Ok, ici j'avais mis, juste pour les intéresser, une petite info que je referai intervenir par après, mais l'albédo, donc la réflexion, donc une fois qu'on éclaire la lumière, je reprends ce que je disais, une fois que le soleil éclaire la Lune va renvoyer une certaine partie de cette lumière. Et ici on est dans l'ordre de 7%. Alors comment est-ce qu'on projette, donc comment est-ce qu'on passe de cette image 2D à la projection de cette image en 3D? Et bien ça se fait grâce aux UV. Qu'est-ce que ça signifie UV? C'est tout simple, c'est juste l'axe ici U et V de notre image. Et donc vous voyez ici il y a une espèce de quadrillage. Et donc c'est ce quadrillage qui va permettre vraiment qui est vraiment le dépliement, si je puis dire, de ma surface, de ma sphère sur une image plate. Donc voilà, c'est vraiment comme ça. Et donc tous ces points, en fait, vous voyez le logiciel, en projetant la texture sur la sphère, il va vraiment reprendre les points et remettre la texture correctement. Donc ça, ici, là, ce que je vous ai montré, on est vraiment sur la couleur de base, entre guillemets, de la sphère de la Lune. Un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est la specular roughness. Bon, ça, c'est le terme anglais qui veut juste dire réflexion spéculaire. On a donc le soleil qui éclaire notre Lune. Ok, et cette Lune, à proprement parler, elle est remplie de cratères, et donc il y a plein de petites imperfections sur sa surface. Ok, et donc quand la lumière est renvoyée, on va dire, dans l'espace, eh bien elle va être renvoyée d'une certaine manière. Donc ici, par exemple, on a une réflexion un peu de type miroir. Okay, donc la lumière, elle va arriver sur la surface, et vu que la surface, elle est assez lisse et sans micro-imperfection, les rayons vont être renvoyés avec, vous voyez, un angle opposé, mais d'un même degré, il va être renvoyé, et ça, c'est typiquement le reflet de type miroir. Et donc, vous voyez, ici, problème avec ce type de réflexion, c'est que je me retrouvais avec une lune qui avait une espèce de reflet un peu de type balle de bowling, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, forcément, ça n'allait pas. Et donc,
c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la Lune, elle est tellement remplie de cratères, elle est très poussiéreuse, elle est vraiment pleine d'imperfections. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai dû me rapprocher d'une valeur donc sur une échelle de 0 à 1, on est à 0,8. Et vous voyez, donc on a vraiment cette dégradation du terrain qui nous amène à avoir les reflets qui partent un à droite, un à gauche, vous voyez, et ça nous fait vraiment une espèce de diffusion, en fait, de la lumière. Alors, donc, ça c'est fait. On a donc notre couleur, on a la réflexion de la lumière sur la Lune. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est avoir justement ces cratères, quoi. Comment est-ce que on crée les cratères sur la Lune? Alors ici, on a ce qu'on appelle une heatmap. Donc cette heatmap, c'est en RAW. Donc c'est vraiment des données brutes en noir ou blanc qui vont nous permettre justement de dire, ah ben, à cet endroit, tu montes, à cet endroit, tu ne montes pas. Et donc on peut comme ça avoir vraiment des gradients qui nous permettent en fait de créer justement ce relief sur la Lune. Alors c'est un lien très important avec la topologie parce que plus on veut de détails, donc ici la Lune, techniquement, avec tous les cratères, il y a beaucoup de détails. Donc pour ça, on a vraiment dû augmenter le nombre de subdivisions, comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez, avec la topologie. Donc c'est ça qui va aussi consommer beaucoup de... Vous allez voir que en général, ça fait souffler l'ordinateur tellement on a besoin de cette énergie. Et donc ici, la Nmap va vraiment déplacer en fait la géométrie en fonction de ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'éclairage. Alors moi, pour l'éclairage, j'ai simplement voulu simuler le soleil avec ce qu'on appelle une lumière directionnelle. Donc en 3D, une lumière directionnelle, c'est une lumière qui, en tout cas une source lumineuse qui, à proprement parler, renvoie des rayons qui sont parallèles. D'accord? Donc c'est vraiment ici, voilà, en général, ce sont la lumière de la Lune, on peut utiliser une lumière directionnelle. La lumière du Soleil, c'est aussi une lumière directionnelle. Donc c'est vraiment, on estime plus ou moins, on va dire que les rayons sont parallèles tellement dire les sources lumineuses sont lointaines par rapport à nous. Pour avoir justement des ombres un peu adoucies, il faut aussi simuler l'angle apparent de notre source lumineuse. Donc nous, voilà, ici en degrés, l'angle apparent du Soleil, on est aux alentours de 0,53 degrés. Donc un demi-degré pour justement avoir cette diffusion des ombres. Donc la Lune, vu que c'est un beaucoup plus grand angle apparent, on aura des ombres lors de la nuit plus adoucies. Vous voyez? Et ça, pour la température en Kelvin, je vous renvoie à la très belle conférence de mon ami Rosario, physicien, mais donc qui nous avait expliqué un peu à quoi correspondaient donc justement les Kelvins. Et ici, pour la lumière du soleil, je fais une approximation de 5000 Kelvin, que vous voyez ici, on est plutôt dans de la lumière blanche, entre guillemets. Et donc voilà, tout ce que je vous ai montré ici avec la specular roughness, ce que je vous montre ici avec l'éclairage, en fait, il s'agit d'un modèle PBR, donc c'est Physically Based Rendering. Donc ça utilise vraiment, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les rayons lumineux qui pouvaient se déplacer, etc., ça utilise en fait des données physiques qui nous permettent justement d'avoir un rendu le plus réaliste que possible. Donc maintenant, voilà, j'en arrive aux applications. Alors je sais que ça peut froisser certains de voir ces images. Donc voilà, pas de panique, je vais un peu expliquer de quoi il s'agit. Donc ici, les applications, moi ça m'intéressait en fait de voir justement un peu, de me rendre compte de un peu la profondeur et à quel point la Lune, elle est bombardée, en fait, elle a été bombardée par les cratères. Donc en agrandissant, en fait, en boostant la heatmap que je vous ai montré tout à l'heure, ça me permettait de vraiment visualiser en fait ce bombardement de cratères. Et ici, ces couleurs, c'est pas pour faire joli et artistique, je vous l'assure. C'est juste une image que j'avais prise de la mission Clémentine, qui est une mission qui avait permis d'un peu étudier la géologie de la Lune. Et donc, en la plaquant aussi sur la Lune, ça me permettait de voir un peu, ok, certaines zones correspondent à tel type de géologie, etc. Donc voilà. Ici, ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement, si j'ai encore un petit peu de temps, je ne sais pas où est-ce qu'on en est niveau timing. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Mickaël, de me sauver la vie. Donc voilà, je vais rester à l'ordinateur ici pour vous montrer un petit peu les possibilités.
Donc voilà comment se présente le logiciel Blender. Alors je vais activer sur mon ordinateur haute performance parce que ouais, vous allez voir que c'est vraiment très énergivore. Alors donc voilà ici comment se présente le logiciel. Donc j'ai justement ouais, je vais en mettre ici. Donc vous voyez ici on est quasi entre guillemets sur du temps réel parce qu'il y a quand même un calcul qui se fait. Et donc vous voyez qu'on peut vraiment voir un peu les différents cratères. Alors, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, ici, c'est mon image. Vous voyez, c'est mon image qui m'a permis c'est mon image que j'ai plaquée, on va dire, sur la Lune. Ici, c'est voilà ce que je disais tout à l'heure avec l'albédo. J'ai créé cette courbe juste pour diminuer en fait la réflexion. Vous voyez, la réflexion de la lumière de la Lune. Et puis, on a cette boîte qui me permet justement d'ajuster en fait tous les paramètres. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de la specular roughness, qui me permet de faire voilà, vraiment le reflet, c'est ici où j'ai pu mettre plus ou moins 0,8. Et donc, tout ceci vient dans une boîte qui me permet vraiment de gérer tout l'aspect de ma Lune. Alors ici, j'ai encore deux petites boîtes. J'ai le déplacement. Donc ça, ici, c'est mon image qui va me permettre de déplacer la géométrie de la Lune. Et vous voyez, ici, j'ai un scale. Alors, testons quelque chose. Alors, c'est un peu près ici. Si, imaginons, je mets... donc là, on a 5000. Si je mets 35 000, vous allez voir que ça me permet vraiment, vous voyez, de venir booster, en fait, le décalage qu'on a. Et c'est super intéressant parce que du coup, on peut vraiment se rendre compte... Oula, j'ai fait une petite bêtise. On peut vraiment se rendre compte de certains détails, en fait. Vous voyez? Enfin bref. Alors, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des possibilités. Et vraiment, c'est très intéressant parce que c'est vraiment là où, enfin, personnellement, je trouve qu'on peut vraiment se rendre compte à quel point notre satellite est bombardé, quoi. Donc voilà. Ici, je vais remettre dans des valeurs un peu plus simples. Mais donc voilà, techniquement, c'est un peu ça que je voulais vous présenter. On a aussi la possibilité ici, donc avec le soleil, je peux venir le déplacer. Par exemple, si je le mets un peu plus vers ici et ici, vous voyez, je peux vraiment définir un peu et venir changer l'éclairage de la Lune. Et donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a plein d'autres applications. Et ici, je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais typiquement, c'est exactement ça. Ici, vous voyez, on a le fameux modifier. Alors, par exemple, ici, c'est la puissance. Donc, 6, ça représente la puissance à laquelle la sphère a été subdivisée. Imaginons, je mets 2, beaucoup plus petite valeur. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, je perds en détail. Donc en fait, si je veux qu'il y ait du détail qui soit visible, je suis obligé vraiment d'augmenter. Mais là, alors, ça devient plus lourd, quoi. Ça va? Et donc voilà, je peux même vous montrer, si vous le voulez, la sphère d'origine. Et si j'enlève ceci, on voit vraiment notre sphère, en fait, qui, grâce à ce plugin, est subdivisée. Et ici, si je mets en rendu, je peux, comme ça, avoir mon image, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous montrer ma passion. Bravo. Bravo. Ouais. Petite question, la réflexion spéculaire à 0,8, c'est par essai, erreur ou bien c'est... Non, j'ai quand même fait des recherches pour voir un peu, mais intuitivement, on s'en rend compte. Parce que quand je mettais 0,2, on voit que c'est vraiment un effet. Alors aussi, j'aurais vraiment aimé avoir sur le site de la NASA une map pour ça. Parce que là, ici, la valeur de 0,8, c'est une valeur qui est sur... oui, alors que on sait très bien, si la géologie de la Lune change, forcément, en fonction des métaux, on n'aura pas du tout la même réflexion. Il y a moyen de faire une réflexion spéculaire différente à différents endroits. Ah oui, mais du coup, là, il faut une map. Il faut une image qui
qui nous montre un peu ces différences. Mais voilà, sur le site de la NASA, c'était pas disponible. Et donc, je voulais pas faire des dessins. Mais donc voilà, c'est ça. Ouais. T'as un tuto pour ça, je peux tester. Ouais, ou alors je peux même transférer le. Ça me dérange vraiment pas du tout de vous transférer le. Ouais, sans problème. Ça va, sans problème. Ouais, même sur la chaîne YouTube, on pourra mettre les liens pour aller trouver les textures, etc. Il n'y a aucun problème. Ouais, et après, il va nous mettre des photos au smartphone. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir la hauteur des cratères, La hauteur des cratères. Ouais. Donc la juste hauteur des cratères. suivant votre modèle, suivant Ouais. le retour des images que vous avez? C'est ça. Alors ici, pour être honnête, la valeur de 5000, c'est vraiment une valeur que moi j'ai choisie. Je pense que oui, il doit y avoir totalement moyen de pouvoir choisir l'exacte valeur. Alors ici, oui, exactement. Mais ici, on est plus dans une approche ludique qui me permet un peu de montrer comment faire. Mais oui, totalement, c'est faisable. Vous ferez ça à discrétion. Des recherches, en fait, il faut. Enfin, moi, vraiment ici même pour la mission Clémentine que j'ai montrée tout à l'heure, en fait, c'était vraiment aller un peu plonger dans les données, parce que bon, c'est les données qui nous permettent justement d'avoir cette qualité d'image et aussi de détails corrects, quoi. Et ici, tu as la Lune qui est avec une échelle, par exemple, 1 sur 1. Là. Est-ce que tu sais faire avec ce programme-là, comme si tu te rapprochais de la Lune, tu rases la Lune? Ah oui, mais alors, c'est là où ça va un peu souffrir. Là, je vais C'est un peut-être. programme qui est capable de faire ça. Quoi. Oui, bien sûr, mais là, avec la. Alors, bon, ouais, si je commence à. Je vais essayer de me mettre dans une zone un peu plus intéressante. Non, pas ça. Je recule. Ok. Et donc, on peut vraiment. Mais donc, au plus on va zoomer, on va voir que ça devient plus compliqué. Donc là, il faudrait. En fait, il faudrait encore augmenter. Mais là, j'ai pas envie que le bâtiment brûle. Pas encore. Mais vous voyez, donc ici, je mets 8. En fait, le logiciel, il a vraiment. Là, j'ai mis fin à la conférence. Là. C'est fini. Mais il y a moyen de faire jouer de l'animation, c'est un peu ça. Hein? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. L'animation qui fait comme si on volait au-dessus. C'est ça. Ben, nickel. Déjà, va vous avez entre les? Pas encore, mais ça peut, ouais, mais ça se fait, entièrement avec, justement, voilà, ça doit être chargé. Mais, Le prochain objet, c'est Mars. ouais, et tu vois, ici, j'ai mis sur 8 et on voit justement que c'est plus détaillé. Oui, c'est bien. Et donc, voilà, il y a vraiment moyen de. Evo 415. C'est ça. Ok. Donc, voilà, merci pour votre écoute. Merci.